Bonjour les amis. Alors après GameStop, est-ce que l'argent va connaître la même hausse fulgurante? On l'a vu, GameStop, ça a pris ici 1700%. On a eu une action qui valait pas grand-chose, qui ensuite aujourd'hui vaut plus de 24 milliards de dollars. Est-ce qu'on va vivre la même folie? Donc après la hausse fulgurante de GameStop et la défaite fulgurante infligée aux vendeurs à découvert, les traders particuliers ont une nouvelle cible, l'argent. Et les plus grands fonds, le plus grand fonds négocié en bourse, SLV, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les ETF, le iShares Silver Trust, il a enregistré vendredi un flux net de 1 milliard de dollars. C'est un chiffre sans précédent, mais encore une fois, c'est pas grand-chose. On a vu une action qui est passée de moins de 1 milliard à 24 milliards. Donc, on peut effectivement s'attendre à un phénomène quasi similaire, mais encore une fois, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, on a une vague d'achat sur l'argent qui est survenue après que des membres du forum Wall Street Bets de Reddit ont déclaré c'est le plus grand short au monde. L'argent est le plus grand short au monde. Et bien évidemment, beaucoup de gens ont dit, waouh, je n'ai pas envie de rater cette opportunité. J'ai peut-être raté GameStop. Là, j'ai envie d'acheter de l'argent. Et pour les gens de ce forum, le fait d'acheter de l'argent massivement, ça va permettre de piéger les banques. Pourquoi choisir l'argent? C'est très, très intéressant. Je ne sais pas si vous suivez l'or et l'argent, mais l'or a battu des records historiques. Bon, il corrige un petit peu, mais il a battu des records historiques. Alors que l'argent, regardez, depuis 2011, il n'a fait que baisser. Et là, on a une légère hausse, mais on n'est pas allé retaper les précédents plus haut. Et beaucoup disent l'argent est probablement manipulé, il n'y a pas d'acheteurs alors que l'argent devrait monter. On voit le Bitcoin grimper, on voit l'or grimper. Donc, pourquoi pas l'argent? Et c'est vrai que l'argent fait du surplace et pour le moment n'est pas vraiment très, très positif. Alors, quand on parle de corner sur l'argent, c'est-à-dire effectivement faire en sorte de créer un short squeeze, c'est-à-dire ceux qui vendent l'argent, ils vont se défaire de leur position et ça va créer un phénomène similaire à celui de GameStop. On pense à ce qui s'est déjà passé dans le passé avec les frères Hunt dans les années 70. Ces deux frères ont créé un énorme corner sur l'argent. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ces deux frères, ils monopolisaient le marché de l'argent. D'accord? Et ils ont créé également l'une des plus grandes bulles de l'histoire sur le marché de l'argent, qui est passée à l'époque de 6 dollars US au début de 1979, à un peu plus de 50 dollars, le prix le plus élevé de l'argent à ce jour. C'est juste dingue. Et ils l'avaient fait dans les années 70. Donc, on voit ici que les deux frères, c'était parmi les plus riches au monde et ils se sont dit, comment on va faire joujou avec notre argent? Alors, à l'époque, ils étaient contre le gouvernement. Ils pensaient qu'on allait vivre une période d'hyperinflation, etc. Et ils se sont dit, il faut absolument que on trouve une alternative. Et ils se sont mis sur l'argent. Et vous voyez ici qu'ils sont alliés avec l'Arabie Saoudite, avec l'Iran, et ils ont essayé de créer cet énorme corner. C'est intéressant parce qu'en fait, ils sont alliés à des pays, alors que là, ce sont des particuliers qui vont s'allier. Donc, c'est le même mode opératoire. C'est-à-dire que ensemble, on peut aller beaucoup plus loin, on peut taper beaucoup plus fort. Donc, allions nos forces. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et à l'époque, on disait qu'ils détenaient un tiers de l'ensemble des réserves mondiales d'argent et peut-être même beaucoup plus. On parle de même les 2 tiers, 80%. Et pourquoi ces frères Hunt ont voulu créer ce corner sur l'argent? Parce qu'ils ont hérité leur fortune de leur papa. Et leur papa, c'était un joueur de poker qui a fait fortune dans le poker avant de faire fortune dans le pétrole. Et ils avaient toujours ce mode opératoire. C'est on y va all-in. On fait tapis et on y va. Et ils ont fait la même chose avec le silver. Et donc, leur principe, c'est quoi? C'est que si on croit dans notre idée, on ne se couvre pas et on y va à fond. Et malheureusement pour eux, ce corner, il a très mal fini et ils ont même perdu beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est mal fini? Le 7 janvier 1980,
On a observé bien évidemment la forte hausse, l'accumulation de l'argent, la situation quasi monopolistique des frères Hunt. Ils étaient en monopole. Et donc, qu'a fait le COMEX à l'époque, donc la place de marché? Ils ont dit, OK, très bien, vous avez fait un corner, super. Nous, on va changer les règles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé les règles sur l'effet de levier. Et ils ont créé la Silver Rule 7, qui a imposé de lourdes restrictions à l'achat de produits de base sur marge. Donc, utiliser de l'effet de levier pour faire simple. Le COMEX a également modifié les règles, déclaré qu'aucun investisseur ne pouvait détenir plus de 3 millions d'onces de contrats d'argent. Il a également déclaré que tous les contrats de plus de 3 millions d'onces par trader devaient être vendus avant février 1980. Et vous savez très bien ce qui s'est passé, c'est que quand on a vu ça, les frères Hunt, mais également beaucoup d'investisseurs ont été obligés de se défaire de leur position, donc de vendre, ce qui a fait baisser les cours de l'argent. Problème, c'est que les frères Hunt avaient emprunté de l'argent pour financer leurs achats. Ils avaient utilisé l'effet de levier. Et donc, lorsque le prix de l'argent il a commencé à baisser, il faut savoir qu'il a perdu 50% en 4 jours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, ils ne pouvaient plus rembourser, ne plus remplir leurs obligations. Et à un certain moment, on les a obligés également à vendre. Et donc, quelque part, ils ont été mis KO juste par un changement de règles. Et ça, vraiment nous interpelle par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est quelque chose que je vous répète souvent. Je vous dis le Bitcoin, super, mais attention. GameStop, super, mais attention. Pourquoi attention? Parce que finalement, qui a le pouvoir? C'est l'État. Et si l'État, du jour au lendemain, va changer les règles parce que ça le dérange, il peut. Et c'est là où beaucoup de gens, encore une fois, sont naïfs. Moi, je ne dis pas, il y a beaucoup de gens sur les cryptos, etc., qui m'ont attaqué, qui m'ont insulté, etc. Et là, on a vu que l'Inde venait d'interdire le Bitcoin. Et c'est pas encore une fois contre une technologie ou contre des gens que je dis ça. C'est même pas parce qu'il y a des gens, ils me disent, ouais, mais tu es pour le système. Non, je m'en fiche du système. Le système ne m'a pas aidé au sens, c'est pas ma situation. Je me suis bougé. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un certain moment, arrêtez d'être naïf. Et donc, les frères Hunt, qui étaient malgré tout milliardaires, parmi les gens les plus riches au monde, ils se sont fait mater par l'État parce que l'État pouvait le faire. Et là, c'est Paul Volcker. Paul Volcker, c'était le président de la Fed à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné aux banques américaines de commencer à réduire leurs prêts. Entre guillemets, ne prêtez plus aux frères Hunt. Il faut les mater. Et les banques et les maisons de courtage américaines ne prêteraient plus d'argent à la famille Hunt. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont mis KO la famille Hunt, qui était encore une fois, à l'époque, l'une des familles les plus riches au monde. Et ce phénomène, on l'a appelé Silver Thursday, le 27 mars 1980. Et vous voyez effectivement l'once d'argent, les cours qui s'effondrent, qui passent de 49 à moins de 10 dollars. Vous voyez ici, c'est juste, regardez, là, ça valait 49. Et là, ça s'effondre littéralement. C'est juste du délire. Alors, les Hunt ont perdu plus de 1 milliard de dollars à cause de cet incident, mais la fortune familiale a survécu. Ils ont été obligés de mettre en gage la plupart de leurs actifs. Leur richesse nette estimée est passée de 5 milliards de dollars en 1980 à moins d'1 milliard de dollars en 1988, donc divisé par 5. Encore une fois, ils ne sont pas à plaindre. En 1988, ils ont été reconnus responsables d'une accusation civile de complot visant à contrôler le marché de l'argent. Rien que ça. Et ils ont été condamnés à payer 134 millions de dollars en compensation à une société minière péruvienne qui avait perdu de l'argent à cause de leur action. Et donc, bien évidemment, cela les a obligés à déclarer faillite dans l'un des plus gros dépôts de bilan de l'histoire du Texas. Et bien évidemment, ils sont revenus par la suite, ils ont retrouvé ou récupéré une partie de leur fortune. Donc, c'est quoi le rapport entre le silver, GameStop et le phénomène actuel? C'est finalement, est-ce que ce qui est en train de se passer, ça va avoir des chances de fonctionner? Alors, encore une fois, le silver, l'argent, n'a rien à voir
avec GameStop. Il y a pas vraiment une pénurie d'argent ou des gestionnaires de fonds qui sont vendeurs à découvert. Sur GameStop, rappelez-vous, il y avait 140% de positions vendeuses. Ça veut dire qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. D'accord? Donc, c'était juste énorme et ça a permis au short squeeze de jouer à merveille puisque les vendeurs à découvert étaient obligés de se racheter et ils se sont fait plumer. Ici, ce n'est pas le cas. Les gestionnaires de fonds ont une position nette longue, c'est-à-dire qu'ils sont acheteurs sur l'argent depuis mi-2019, comme le montrent les données de la CFTC. Le marché de l'argent est également beaucoup plus profond que celui des petites valeurs. C'est-à-dire que GameStop, on pouvait la manipuler parce que ça valait pas grand-chose. L'argent est bien plus important. Par exemple, le détaillant des jeux vidéo, il avait une capitalisation d'environ 1,4 milliard de dollars à la mi-janvier et il est monté de plus de 16 fois en moins de 2 semaines, mais parce que justement, ça valait pas grand-chose. Par contre, quand on prend l'argent qui se trouve que dans les coffres-forts de Londres, ça s'élève à lui seul à 48 milliards de dollars. Donc, c'est bien plus important. Donc, premier élément, il n'y a pas de position vendeuse comme sur GameStop. Deuxième élément, c'est beaucoup plus important que GameStop. Et certains éminents membres du forum Wall Street Bets ont déconseillé et ont expliqué que même Kenneth Griffin, le président du hedge fund Citadel, qui est un petit peu le bouc émissaire aujourd'hui de ce forum, il avait également des positions acheteuses sur l'argent. Donc, on va pas finalement taper sur ces gros bonnets. Mais le point le plus important, c'est quoi? Est-ce que ça peut marcher? C'est pas impossible. Et pourquoi? C'est pas impossible parce que justement, aujourd'hui, il y a une vraie folie. Et on n'est plus dans de la logique, on n'est plus dans des fondamentaux, on est dans j'ai envie de faire partie de ce truc. Et donc, ça peut inciter des gens à finalement suivre le mouvement. Maintenant, encore une fois, attention, attention, attention. Rappelez-vous des frères Hunt et n'oubliez pas ce qui s'est passé pour eux. Donc, l'affaire GameStop, c'est véritablement un cas d'école, mais attention à ne pas tomber victime de l'ego. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est arrivé aux gestionnaires de hedge funds. Vous savez, Citron disait, ouais, je vais faire une vidéo, je vais vous montrer que vous avez tort et GameStop va baisser à 20 dollars. Et il s'est fait trucider parce qu'encore une fois, il a oublié un principe de base. Le marché a toujours raison et il faut jamais aller contre le marché. Mais ce qui s'est passé avec GameStop, c'est l'effet de surprise. C'est-à-dire que si GameStop est monté aussi vite, aussi fortement, c'est que personne ne s'y attendait. C'est que tout le monde a sous-estimé les particuliers. Mais aujourd'hui, on va plus les sous-estimer. Et aujourd'hui, justement, regardez les frères Hunt, on a sorti l'artillerie lourde. Et quand Robinhood a dit j'ai été obligé de couvrir mes positions et d'arrêter, je pense qu'il y a un peu de vrai. Bien sûr qu'il y a une petite connivence, que Citadel, c'est un actionnaire, que c'est le plus gros client, donc actionnaire et client. Donc, clairement, Robinhood avait intérêt à aller dans le sens de Citadel. Mais si on met de côté cette dimension, il y a également le côté réglementaire. Et Robinhood a également des obligations. Et ces obligations peuvent être rendues beaucoup plus sévères par les autorités. Je vais vous donner un exemple précis. Dans les années 2000, on a eu le day trading sur les actions américaines et on a eu des gens qui sont ruinés. Et un père de famille, il a perdu tout son fric, il a tué ses enfants, sa femme, et il est parti dans sa salle de marché, il a tué tout le monde. Et ça a fait ça crée un choc aux États-Unis. Et donc, on a changé les lois. On a obligé les day traders aux États-Unis, sur les actions américaines, à avoir minimum 25 000 dollars et avoir suffisamment de fonds. Donc, on a rendu les règles pour faire du day trading beaucoup plus sévères pour justement éliminer, c'est ce qui va probablement arriver. C'est-à-dire que si on voit que la folie devient trop importante, on dit OK, vous êtes des petits joueurs, les gars, très bien, mais il faut minimum 50 000 dollars, 100 000 dollars et on va éliminer toute une partie de la population. Et on va bien évidemment rendre les choses beaucoup plus graves. Donc, ça va être vraiment de la réglementation. Je pense qu'effectivement, si les choses dégénèrent,
rapidement le gouvernement américain, et il a la possibilité de le faire, va dire stop, 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 les mecs, on change les règles. Ce qui s'est passé également, regardez, par exemple en France, en Europe, quand on a vu que les particuliers, ils avaient peur, et quand ils ont peur, ils vont récupérer leur argent auprès de la banque. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit stop, tu peux pas récupérer un certain montant en cash, et au-delà d'un certain montant, tu dois déclarer, etc., etc., etc. Et donc, on a créé des contraintes pour empêcher les gens finalement de créer ce phénomène de suivisme. Et c'est le même phénomène qu'on va probablement avoir. Donc, cette fois-ci, les traders ou les day traders de Reddit, tout le monde sait l'impact qu'ils ont eu, donc les dégâts qu'ils peuvent causer à ces gros bonnets et même à la finance, à Wall Street. Et donc, moi, je pense que ça va pas être aussi simple. Maintenant, encore une fois, tout est possible. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que l'argent va exploser à la hausse, ou est-ce que ça va faire pchit? Et puis, je pense que, vous pensez que les dirigeants américains vont vraiment, vraiment serrer les vis pour empêcher finalement de nouveaux phénomènes de ce genre? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez kiffé cette vidéo? Si c'est le cas, gros pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!